Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Chaque quinzaine, vous le savez, avec Rudy Reichstadt et Tristan Mendès-France, nous nous plongeons dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Pour nous accompagner cette semaine, nous recevons Jean-Guillaume Olette-Pelletier. Vous êtes égyptologue, enseignant, spécialiste des hiéroglyphes et des cryptographies et auteur d'une thèse sur les dieux anciens égyptiens. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Vous nous aiderez à y voir plus clair sur les propos notamment de Maître Gims sur les Égyptiens et l'électricité, mais surtout n'hésitez pas à intervenir sur tous les sujets d'actualité que nous allons traiter durant la première partie de cette émission. Alors le premier sujet, c'est l'affaire du fonds Marianne dans laquelle Conspiracy Watch a été pris à partie ces derniers jours. Le fonds Marianne, vous le savez, c'est ce dispositif qui a été mis en place par Marlène Schiappa, qui était alors ministre de la Citoyenneté après les attentats contre Samuel Paty, après l'attentat contre Samuel Paty. Ce fonds a été destiné à financer des ONG et des associations qui produisaient un contre-discours républicain face à la montée des discours de haine en ligne. Et Conspiracy Watch a reçu une subvention de la part de ce fonds. Alors Rudy, est-ce que tu peux nous faire un peu le point sur à la fois le montant de la somme, je crois 60 000 euros reçus par Conspiracy Watch, et la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire quel a été le dossier que tu as dû remplir, et ainsi de suite, et puis les différentes étapes. Oui, le fonds Marianne. Alors, j'ai pas beaucoup d'illusions sur notre capacité à convaincre On peut toujours essayer. Les milliers d'excités qui, depuis vendredi soir, samedi matin, nous accusent de tout, font de la culpabilité par association, s'improvisent, jugent, etc. Alors, reprenons les choses depuis le début pour que les gens comprennent de quoi on parle. Le fonds Marianne, c'est la réponse du gouvernement à l'assassinat de Samuel Paty. La réponse politique, c'est de dire, regardez, on fait des choses contre la radicalisation. Donc c'est une enveloppe budgétaire, en fait. C'est pas la première fois que l'État fait des choses contre la radicalisation. L'État a un comité interministériel pour ça, qui aide des associations à travers un fonds qui s'appelle le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le FIPDR. Bon. Donc, arrive 2021, et l'État met en ligne un appel à projet. D'accord, pour soutenir des associations qui défendent, comme tu l'as dit, les valeurs républicaines et qui font notamment de la riposte contre les contenus conspirationnistes en ligne. Tout à fait. Ou les contenus complotistes en ligne. Voilà. Les discours, voilà. Les discours complotistes je crois, exactement. Très exactement. Donc, nous, on est exactement dans ce cadre-là. Donc, on a présenté un projet dont le budget est bien plus large que 60 000 euros, mais on demande un cofinancement au CIPDR pour cela. D'accord ? Parce que le reste du financement, c'est des fonds propres. Et nos fonds propres, ils ne sont pas publics, ils sont privés. C'est essentiellement une subvention de fonctionnement annuelle de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui, elle, d'ailleurs, chaque année, pourrait dire on arrête de vous soutenir, on vous soutient moins, ou on vous soutient plus, etc. Bon, que les gens aient bien ça en tête, quand même. Donc on a ce projet qui consiste, non pas, comme je l'ai lu, de manière mensongère, diffamatoire, à produire, moi, Rudy Reichstadt, une note dont personne n'aurait vu la trace. C'est absurde, c'est pas du tout ça. C'est une convention dans laquelle on s'engage à faire des notices d'information. On en a publié ou mis à jour des centaines, d'accord, parce qu'il y en avait qui existaient déjà qu'on a mis à jour. On a publié plus de 80 nouvelles pendant la durée de l'action. Et ces 80 nouvelles, une partie, elles ont été aussi mises à jour pendant la durée de l'action. D'accord ? Bon. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu, puisque c'est notamment ces notices d'information très factuelles, très sourcées, très documentées, que tous nos petits copains complotistes nous reprochent en permanence, d'accord ? Et qui les rend complètement dingues. Hystérique. Bon. À quoi ça sert, ces notices ? Ça sert à être poussées ensuite, pour une partie d'entre elles, dans Google, sous la forme de contenu sponsorisé, où on bénéficie de droits de tirage qui, à nous, ne nous coûtent rien, mais qui permettent d'exposer la diversité informationnelle sur des thématiques particulièrement complotistes, des gens qui n'auraient trouvé que des contenus complotistes autrement. D'accord ? Donc ça sert à percer leur bulle de filtre. D'accord ? C'est ça la démarche. Ouais. Bon. Donc, pardon, j'en parle avec un petit peu de vivacité, mais parce que le sujet m'énerve, parce que quand on met en cause notre intégrité, notre probité, c'est quand même très énervant. Donc, ce fonds Marianne, le journal Marianne, puis Mediapart, puis France Télévisions puis Libération, en même temps, et France Télévisions aussi. Mais c'est parti d'une enquête de Marianne, estime qu'il y a une des associations sur les 17
qui ont été sélectionnés, parce qu'il y a eu un appel à projet, donc des candidatures. Dans ces cas-là, on remplit un dossier de demande de subvention, et puis après, on est sélectionné ou pas. Donc il y a des projets qui sont écartés, puis des projets qui sont retenus. Nous, on a eu la chance d'être retenus. Bon, comme 16 autres associations. Sur ces 17 associations, il y en a 4 qui ont des montants autour de 300 000 ou plus de 300 000 euros. D'accord ? Si on regarde de manière par ordre décroissant de financement, on a, je vais toutes les citer, l'USE PPM, Reconstruire le commun, Civic Fab, Fraternité Générale, la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, Mémoire et BD, l'ISD, l'Institute of Strategic Dialogue, avec qui on échange. On a reçu quelqu'un de l'ISD ici dans cette émission, d'ailleurs, il y a quelques mois. Bibliothèques sans frontières, Spicy, Conspiracy Watch, France Fraternité, Lumière sur l'info, Génération numérique, 2P2L, La chance pour la diversité dans les médias, et je crois, Eyad Inunum, qui est l'association du Père des Bois, et je crois la Ligue de l'enseignement aussi, mais c'est pas encore confirmé à Libération à ce stade. Bon. Donc, voilà. Il y a une sub qui fait l'objet d'une enquête administrative aujourd'hui, donc celle de la première, je crois, la première association citée, qui a touché plus de 300 000 euros. Nous, l'action est terminée, si vous voulez. Donc, on nous a donné quitus. Donc, on a estimé qu'on avait rempli notre part du contrat, qu'on avait bien utilisé les deniers publics. Et rien ne permet de remettre ça en cause. D'accord ? Oui. Oui, ce qui est effectivement déroutant avec cette séquence, c'est que effectivement, s'il y a eu un détournement de fonds affecté par ce fonds Marianne, c'est profondément choquant. Et c'est parce qu'il y a eu ce moment-là, évidemment que on a une part de la complosphère qui cherche à salir l'action de toutes les autres associations, et particulièrement, évidemment, Conspiracy Watch, surtout parce que on est évidemment en train de s'intéresser particulièrement à leur discours délétère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette complosphère surfe sur une indignation ou une crainte, parce que pour l'instant, rien n'est établi, mais en tout cas, pour l'instant, il y a une enquête, et le temps de l'enquête administrative ou de l'enquête parlementaire, s'il y en a une, ou de l'enquête judiciaire, s'il y en a une, ce n'est pas encore le cas, à ma connaissance. Je crois qu'il y a une saisine du procureur. D'abord, elle ne nous concerne pas. Elle ne concerne pas Conspiracy Watch, déjà. Et ensuite, je veux dire, c'est un temps qui est différent du temps des réseaux sociaux. C'est le temps de la justice. Moi, je ne vais pas porter de jugement ou d'appréciation sur des gens qui sont concernés, là, pour le coup, par l'enquête, et qui, pour l'instant, ont juste un truc qui s'appelle la présomption d'innocence. Donc, voilà, on verra. Est-ce qu'ils ont mal utilisé ces deniers publics ou pas ? En fait, j'en sais rien. Bien sûr, oui, donc c'est à la presse de faire son travail. Voilà. En tout cas, séquence aussi assez affligeante, en tout cas du côté de Conspiracy Watch, qui est affligeante dans disons, la toxicité des réactions en ligne. On a vraiment les grandes personnalités de la complosphère qui toutes celles qui sont d'ailleurs dans notre viseur d'intérêt particulier, qui ont toutes évidemment cherché à surfer là-dessus, encore une fois, en nous amalgamant à une suspicion qu'il y a pour l'instant sur une association pour, encore une fois, salir, décrédibiliser tout notre travail. Encore une fois, il n'y a absolument rien aujourd'hui, à part les suspicions sur cette première association et peut-être une deuxième association, toutes les autres associations, ASD et d'autres structures, font un travail depuis des années reconnu et il n'y a jamais eu de problème avec eux. Et je voudrais juste ajouter une chose, c'est que cette agitation complotiste autour de nous est quelque part, c'est ça le paradoxe, la preuve qu'on fait des choses qui les embêtent et qui les dérangent quand même beaucoup. Juste un point, on avait parlé à l'époque dans cette émission et ailleurs sur le site de Rivarol. Rivarol, c'est ce journal d'extrême droite, condamné en négationnisme, racisme, antisémitisme, qui a perdu son agrément CPPAP. D'accord ? Ce qui ne lui permet plus d'avoir accès à un financement public indirect, d'accord, qui est un financement évalué par le directeur de Rivarol lui-même à l'équivalent de 100 000 euros par an. D'accord ? Nous, il se trouve, à Conspiracy Watch, qu'on a contribué, notamment par une tribune qu'on avait publiée dans Le Monde à l'époque, on a contribué, on n'est pas les seuls, mais à ce que
Rivarol perde son immatriculation de ses PPP. Il nous en a beaucoup voulu d'ailleurs, Rivarol, pour ça, même personnellement, moi et Tristan. Nous, on estime qu'on a fait économiser 100 000 € par an aux contribuables français. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte, en ligne de compte, sachant que, encore une fois, c'est pas la liberté de la presse là qui est en cause, c'est la liberté à diffamer et à inciter à la haine, ce qui est condamné par le droit français, par la loi en France. Deuxième sujet cette semaine, complotisme et contre-vérité scientifique, c'est le titre de l'étude IFOP publiée la semaine dernière. Des chiffres qui montrent un niveau d'adhésion plus élevé aux États-Unis qu'en France aux théories conspirationnistes. Ça va du 11 septembre à l'hydroxychloroquine. Alors Tristan, est-ce que tu peux nous dire deux mots de l'analyse que tu portes sur ces résultats, sur le parallèle entre les États-Unis et la France, et puis sur les niveaux de revenus ou les niveaux d'éducation qui rentrent finalement en ligne de compte dans ces appréciations autour des théories conspirationnistes? Oui, alors sans rentrer dans le détail, évidemment, de cette série de sondages qui ont pu être effectués, ce que je trouve assez fascinant, c'est, ou en tout cas symptomatique, et ce que montre bien en tout cas cette étude, c'est que le complotisme, ça n'est pas c'est un phénomène absolument global, qui repose sur un marché global qui concerne à la fois les États-Unis, la France, comme tous les pays, j'allais dire, du monde. Et ce qui est aussi assez fascinant, c'est de voir que les mêmes motifs peuvent être activés des deux côtés de l'Atlantique. Les mêmes ressources, les mêmes références peuvent être absolument partagées et peuvent être des socles sur lesquels se développent ces discours. On l'avait déjà constaté depuis de nombreuses années. On a le phénomène QAnon qui est apparu aux États-Unis et qui a contaminé toute l'Europe et la planète jusqu'au Japon. Et on a d'autres théories plus spécifiques comme les biolabs militaires supposés exister en Ukraine, qui ont eu des trajectoires absolument folles, qui ont été décrites par les médias et qui ont parcouru effectivement la planète. Et tout ça est vraiment le symptôme qu'on est aujourd'hui, et c'est assez évident, mais je trouve que cette étude met le doigt dessus, sur un marché absolument globalisé de la désinformation et des références complotistes. Et c'est ce qui en fait toute sa force, parce que ce qui marche quelque part va essaimer ailleurs. Et j'ai envie de dire que chaque pays incube une sorte de concurrence des pires discours complotistes, et celui qui va gagner en traction va s'internationaliser et rentrer sur le marché global. Et donc ce marché global continuellement alimenté par le meilleur du pire de tous les pays de la planète, eh bien c'est un flux continu qui fait toute la force, je crois, de la complosphère aujourd'hui. Je voudrais juste ajouter un point. Alors c'est un sondage un peu différent des sondages habituels sur le complotisme. En général, on teste des items complotistes, c'est-à-dire des propositions qui en général sont attachées à des événements très circonscrits dans l'espace et le temps, c'est-à-dire la mort de Lady Di, le 11 septembre, Kennedy, la Lune, etc. Là, on demande notamment, mais on demande aux gens si, simplement, est-ce qu'ils croient aux théories du complot ? Voilà, la question, c'est est-ce que vous croyez aux théories du complot ? En France, on a 35% des gens qui disent oui. En gros, globalement, je crois aux théories du complot. Aux États-Unis, 55%. 55%. C'est effrayant. C'est-à-dire qu'on a une marge de progression en France, si j'ose dire. De toute façon, on a une marge de progression dans la mesure où, globalement, les États-Unis et la France, en termes d'imprégnation complotiste, là, il semble qu'ils sont un peu au-dessus de nous, mais on est globalement dans le même groupe de pays. Il y a une enquête YouGov, grande institution de sondage également, qui avait été faite à l'été 2020 et qui montrait sur une quarantaine de pays, je crois, dans le monde et en Europe, qu'il y a des pays comme le Danemark, par exemple, je me rappelle de ça, sur plusieurs items complotistes, ils étaient 2 fois moins complotistes que les Français. Des pays comme le Mexique ou la Turquie, ils étaient 2 fois plus complotistes sur les mêmes items que les Français. Donc c'est comme s'il y avait 3 groupes. Donc d'abord, ça veut dire que c'est pas une fatalité, le complotisme, que c'est lié aussi à notamment la confiance des institutions démocratiques, etc. On voit bien qu'elle a été écornée aux États-Unis avec ces dernières années. Et que, c'est pas une fatalité. 2, oui, il y a des marges de progression dans la mesure où ça pourrait empirer. Voilà. Et globalement, les pays du haut de la liste, ceux qui scorent le plus sur les grandes théories du complot, qui font les résultats les plus forts, ne sont pas des pays où la démocratie se porte très bien, où l'état de droit se porte très bien, où la liberté de la presse se porte très bien. D'accord ? Les pays du bas de la liste, ceux qui sont, comme le Danemark, plutôt peu influencés par les théories du complot, sont plutôt des pays où l'état de droit fonctionne, la démocratie, etc. Donc gardons ça toujours à l'esprit. Oui, c'est clairement indexé en gros à l'état des démocraties. C'est en tout cas l'hypothèse la plus
pour le dire. Et alors, puisqu'on est en train prudence, de parler des États-Unis, parlez-nous un petit peu de ce dernier numéro de Complorama que vous avez publié la semaine dernière autour de Donald Trump et finalement de Trump autant que figure absolue des théories du complot. Oui, alors bon, juste quelques mots. Acteur, pas seulement figure, acteur aussi. Et acteur aussi. Non, ce que je trouve intéressant, disons, dans cet épisode-là, c'est qu'on a essayé d'avoir une approche sur l'histoire longue du complotisme, de l'empreinte complotisme de Trump. Parce qu'évidemment, Trump, pour la majorité d'entre nous, est apparu comme le complotiste en chef durant son mandat. C'est spectaculaire, on a tous été interpellés, franchement, ébahis par l'ampleur des théories qui pouvaient pousser. Et avec cet épisode, on a essayé d'aller un peu plus loin et de montrer qu'en fait, qu'il y avait un prequel un peu à cette histoire, qu'il y avait un avant mandat de Trump. Et on a simplement rappelé des épisodes que certains ont en tête, d'autres peut-être pas, mais qui remontaient à bien avant même le fait qu'il se présente ou qu'il candidate ou qu'il envisage d'être président. On remonte en 2011 avec l'épisode de ce qu'on appelle du birtherisme, on va encore reprendre dans Birth le vidéo. Certificate. Oui, avec le certificat de naissance d'Obama. Mais on avait aussi, on a trouvé d'autres occurrences climato-complotistes en 2012, où il explique que le réchauffement climatique est une invention de la Chine pour essayer de nuire aux États-Unis. Donc, et puis, et Rudy, d'ailleurs, tu avais trouvé, toi, des empreintes encore plus anciennes. Oui, il y a un bouquin qui était un best-seller de Donald Trump des années 80, je crois de 1987 de mémoire, qui s'appelle The Art of the Deal, l'art du deal. Voilà, parce que c'était un homme d'affaires de Trump. Bien sûr. Et dans ce livre, il parle de l'hyperbole véridique. Il dit oui, il faut exagérer, pour vendre un produit, il faut exagérer la réalité, en bien ou en mal, d'ailleurs. Et effectivement, ça semble très annonciateur de son style politique et des libertés qu'il prend avec les faits, avec le réel. Surtout le rôle d'un commercial, finalement, et pas vraiment d'un président dénoncer ce genre de choses. Bah oui, c'est ça qui est fascinant. C'est de la vente. Mais je pense qu'il a simplement appliquer effectivement des réflexes purement commerciaux à son agenda et son packaging idéologique et politique. C'est terrifiant. Et Dieu sait que ça a marché. Oui. Eh bien, allez écouter ce complorama donc sur Donald Trump, vous verrez que il n'en est pas donc à son coup d'essai en termes de conspirationnisme. Troisième sujet cette semaine, 35 000 abonnés, 5 millions de vidéos vues cumulées, c'était les chiffres des décodeurs. Ah oui. Ce média complotiste anti-vax qui vient d'annoncer sa fermeture 3 ans après sa création au printemps 2020. Cette prise de distance à l'égard de QAnon, comment vous l'expliquez Je sais pas, Tristan ou Rudy, qui veut commencer? Oui, alors Tristan, oui. Ce que je trouve assez passionnant avec les décodeurs, donc c'est la mouvance QAnon française. C'est vraiment les représentants. En tout cas francophone. Francophone, et oui, effectivement francophone, mais plutôt effectivement quand même avec une bonne audience en France. Alors, ce qui est assez fascinant avec cette mouvance, donc qui est en train de faire une sorte de mue et de quitter le corpus soi-disant strictement QAnon pour devenir autre chose, pour se transformer un peu en autre chose. Alors, cette transition qu'ils affichent est intéressante parce qu'elle est le symptôme de beaucoup de mouvances qu'on a pu observer et qui sont des émanations de cette mouvance générale des QAnon. Alors, je m'explique en gros. À partir de 2021, toute la QAnon-sphère planétaire buvait et s'appuyait, se nourrissait des messages d'un mystérieux Q, qui publiait des messages sur un forum, 4chan, 8chan et d'autres. Et à partir de 2021, ce fameux Q a arrêté de publier du contenu pendant quasiment 1 an. Et durant ce moment-là, il y a eu une sorte d'éclatement de la QAnon-sphère en plusieurs petites chapelles, encore plus radical que le corpus originel de cette mouvance QAnon. Et dans ces chapelles, on avait par exemple la reine QAnon du Canada, qui est une figure complètement délirante. Dont on a déjà parlé dans cette émission. On a déjà parlé ici. On a aussi ces groupuscules qui attendent le retour magique des JFK à Dallas, qui est aussi une émanation. Ils ne sont toujours pas arrivés. Et ils attendent encore JFK. Et qui eux aussi, pareil, sont un groupuscule qui sont en train de se refermer sur une sorte de figure, de gourou. Et donc on a plusieurs, en fait, un éclatement des audiences qui se réduisent sur des noyaux
durs extrêmement radicaux, des discours complètement foutraques, et c'est ce qui est en train de se passer donc avec cette mouvance des décodeurs en France, qui se referme sur leur audience la plus étroite et s'oriente vers des discours de plus en plus spirituel, ce qui est aussi le cas des autres mouvances. Donc voilà, je crois que ce moment-là est simplement le symptôme de l'éclatement de la mouvance QAnon dans son ensemble, dans des petites chapelles qui se regroupent autour d'un gourou et des discours totalement foutraques. Et le fait que Marjorie Taylor Greene aux États-Unis ait pris ses distances avec QAnon aussi, est-ce que c'est la même type de mouvance, tu l'analyses de la même façon? C'est la même chose, et ce qui est assez fascinant, c'est que tous ces groupuscules et toutes les personnes qui étaient des anciens QAnon et qui en prennent une certaine distance, ils le font parce qu'ils sentent bien que cette mouvance QAnon n'a pas le vent en poupe sur le terrain médiatique. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites là-dessus et qui sont assez décrédibilisantes, mais ils en gardent la substance. Et Marjorie Taylor Greene, très récemment, est quand même revenue sur l'idée de la pédophilie des démocrates, ce qui est le cœur nucléaire du discours QAnon. Donc elle s'en distancie. Trump aussi, absolument. Donc ils s'en distancient, donc ils changent la coquille, mais ils en gardent malgré tout, à la fin des fins, la substance, quoi. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution du complotisme, selon toi, Rudy? Je sais pas ce que ça dit, je crois que c'est la fin d'un cycle, voilà. Ils ont peut-être épuisé une partie de ce qu'ils avaient à dire, ou de la manière dont ils le disaient, donc Oui, c'est l'essoufflement, moi je dirais, de la marque. Marque QAnon. C'est que la marque QAnon n'est plus aussi tendance qu'est-ce qu'elle avait pu être à une certaine époque, et donc ils sont en train d'essayer de se renouveler. Non, et puis les décodeurs, c'est un média qui est très marqué par quand même des références religieuses omniprésentes. Tout à fait, Je veux dire, Léonard Sojli qui l'anime parle régulièrement de papa pour parler de Dieu quand même. C'est omniprésent quand même dans son discours. Donc, mais ça l'a été aussi chez les QAnon. Il y avait cette vision christique de Trump était quand même assez marquée. Donc cette religiosité, en tout cas, je crois que c'est peut-être que la mouvance générale, c'est de passer effectivement à encore plus de spiritualité. Ce qui est fascinant, c'est toujours, mais ce qu'on a dit 1000 fois ici et ailleurs, c'est le côté eschatologique, c'est-à-dire que la tempête, the storm, etc., toujours pour le lendemain, quand même cet échec fameux du 20 janvier 2021, où ils commentent en direct la prestation de serment de Joe Biden et Kamala Harris, où ils disent, vous allez voir, tout ça est prévu par le plan, et ils vont être arrêtés. Là, l'armée arrive. Oui. Et l'armée arrive pour les arrêter. Non, c'est jamais arrivé. Alors après, d'autres QAnon ont poussé la date plus loin, etc. Et puis ça ne se produit jamais. Voilà. Et juste, mais on l'avait aussi dit, le premier drop de Q, le premier message de Q, c'est l'annonce de l'arrestation imminente. Hillary Clinton va être arrêtée. Voilà, en 2017. C'est ça. On attend toujours, sauf si elle a été remplacée par un sosie. Peut-être. Cette théorie aussi. Alors l'autre gros morceau de la semaine, vous en avez certainement entendu parler, le 22 mars dernier, Gims était invité de We Hustle, cette chaîne YouTube où Kemi Seba aussi avait été invité. Il a affirmé dans cette vidéo que les Égyptiens avaient l'électricité, et surtout que les historiens le cachaient et le savaient. Alors évidemment, ces propos ont engendré nombre de réactions, et évidemment il y a eu un débat enquête sur le plateau de TPMP, dans laquelle on a pu notamment entendre Gilles Verdez dire que personne ne pouvait vérifier les mots de Gims sur le fait de savoir si les Égyptiens avaient ou non l'électricité. Nous en sommes donc là en 2023 en France. Et la première question que je vous ai posée à tous les trois, mais peut-être encore plus à vous, Jean-Guillaume Olette-Pelletier, c'est: d'où vient cette fantasmagorie autour de l'Égypte ancienne? Ça vient depuis très longtemps. Les gens en fait ont voulu voir dans l'Égypte ancienne une civilisation, une sorte d'Atlantide, avec une avancée technologique supérieure aux autres, une sorte de mysticisme derrière cette civilisation, parce que déjà les hiéroglyphes difficiles à lire, très difficiles à comprendre, les scènes représentent des choses que l'on ne comprend pas, donc autant y appliquer par le système de la pareidolie, c'est-à-dire cette idée qu'on voit des choses qui sont communes pour nous, mais qui ne l'étaient pas pour... Un exemple de pareidolie, c'est une forme dans un nuage. C'est ça, c'est une forme dans un nuage qu'on reconnaît. C'est notre cerveau qui fait le chemin. On sait bien que c'est une illusion, d'une certaine manière, mentale. Le nuage n'a pas choisi de devenir une vache. Voilà, il n'a pas d'intention. Et c'est le problème, c'est ce qui s'est passé sur la civilisation égyptienne, et ce que les gens ont repris dans un univers très complotiste d'ailleurs, en disant oui, nous avons des ampoules électriques, les premiers hélicoptères représentés par les Égyptiens, mais les professeurs d'histoire et les chercheurs nous le cachent.
Waouh. Ça me fait penser aux histoires de soucoupes volantes nazies dans l'Antarctique, là où sur la fâche cassée de la Lune, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fantasme comme ça, mais il y a une technologie très avancée ailleurs qu'on nous cache. Enfin voilà, ça fait écho à ça. Mais ce qui est juste pour revenir sur ce que disait David sur Gilles Verdez, qui dit on peut pas dire le contraire. C'est un exemple chimiquement pur de renversement de la charge de la preuve. Complètement. Non, mais et puis surtout c'est terrifiant puisque maintenant nous avons quasiment tout découvert sur la construction des pyramides, papyrus du Wadi el-Jarf, chaussée de Mirghissa, la rente d'Atnoub. On sait maintenant en combien de temps, comment les blocs étaient transportés par les Égyptiens depuis 2013. Comment les blocs étaient transportés ? C'est pas compliqué. En fait, les Égyptiens sont des pros de l'utilisation de tout ce qu'il y a autour d'eux pour la rendre plus performante au maximum. Et par exemple, pour transporter les blocs, évidemment, le tractage humain, on utilisait le limon. Le limon en fait a un taux de glisse, une fois mouillé, un taux de glisse équivalent à la glace, ce qui a permis en fait de comprendre la découverte de la chaussée de Mirghissa, donc au sud de l'Égypte, au sud d'Assouan, a permis en fait de découvrir cette chose. Et maintenant, on sait que ça répond à des reliefs dans des tombes, notamment de Khnumhotep ou Djouti-Hotep, qui représentaient justement le transport d'énormes statues tractées par des hommes. Et il y avait des gens qui versaient de l'eau. On ne savait pas trop à quoi ça servait véritablement. Et maintenant, on a la preuve. En fait, sur le limon, la boue qui rend glissant les... Voilà. Vous avez été surpris par cette irruption soudaine de cette séquence, ou est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà vu tellement de fois que vous dites tiens, c'est encore, on remet ça sur la table, ou est-ce c'est quelque chose qui apparaît depuis les années 70 dans l'égyptologie. C'est assez ancien, avec un personnage, une figure, Cher Anta Diop, qui se prétendait égyptologue, qui ne savait pas lire les hiéroglyphes. C'était terrifiant, bref. Et en fait, à partir de là, on a accusé tout ce qui n'est pas africain a détruit les nez des pharaons, des statues pharaoniques. On a accusé Napoléon de détruire le nez du sphinx parce qu'il était de type négroïde. Alors voilà, c'est ça l'enjeu. Mais alors, est-ce qu'on a des statues dont les nez n'ont pas été brisés? Oui. Je veux dire, il y a 1% de statues détruites et il y a 99% de statues encore. Et puis les reliefs. Je veux dire, ils prennent en fait l'exemple de la statuaire, qui est d'ailleurs purement symbolique, qui était fait par les Égyptiens. Mais les reliefs, il n'y a jamais de nez cassé. Et j'ai une question, j'ai lu, est-ce que c'est vrai que les dégradations, la vandalisation des statues, elles datent de l'Antiquité déjà? Oui, en fait, on a des spécialistes comme Simon Connor ou d'autres qui en fait ont travaillé sur ces dégradations de statues, et on sait, depuis l'Égypte pharaonique, c'est un rituel. Et d'ailleurs, ça ne touche que les statues royales. Donc déjà, il y a quelque chose qui permettait de... Et en fait, ces rituels, c'est lorsqu'un roi meurt, on casse son nez parce qu'il ne peut plus respirer le doux souffle de la vie, comme les textes égyptiens l'énoncent, et on casse aussi sa barbe. Ce sont deux éléments qu'on casse, parce que le roi n'est plus roi, et il y a un nouveau roi. D'accord. Donc c'est quelque chose de rituel. La barbe, c'est un attribut royal. Tout à fait, la barbe est un attribut royal. D'accord. Tout à fait. Alors, ce que je trouve assez intéressant avec ce moment, en tout cas Gims, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux grandes familles de théories complotistes un peu délirantes. Il y en a une qui serait peut-être plus idéologique, qui verrait ça comme un enjeu peut-être identitaire ou culturel, ou voire géopolitique peut-être, et une autre qui serait, alors que je qualifierais peut-être plus de récréative, et qui relève plutôt de ces vidéos qu'on voit sur YouTube et qui associe les pyramides en gros aux aliens, pour parler simplement. Parce que je pense pas qu'Anta Diop était sur ce registre-là. Il n'était pas sur le registre c'est les aliens qui ont construit les pyramides. Non. Donc on est bien sur pour moi, deux branches, une peut-être plus idéologique et une autre plus, alors je dis récréatif parce que c'est ce qu'on consomme et qu'on voit sur Netflix, sur YouTube, etc. C'est la croyance, c'est pas de la... Gims, le chanteur, est un chanteur, ce n'est pas un chercheur, déjà de base. Je veux dire, on peut être passionné par l'histoire, mais on ne sait pas lire les hiéroglyphes quand on... Enfin voilà, on peut pas être égyptologue si on ne sait pas lire les hiéroglyphes. Je ne sais pas s'il sait lire les 7 langues hiéroglyphiques, mais ce sera intéressant de le savoir d'ailleurs, mais bref. Je crois que c'est crédité de beaucoup là. Oui, mais bon, mais ce n'est pas notre domaine, enfin c'est pas son domaine, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il s'appuie sur la croyance, d'ailleurs, lui-même utilise l'exemple d'un film Marvel, Black Panther avec la cité de Wakanda, pour comparer l'Égypte ancienne. Wakanda n'existe pas.
Ouais. Juste pour rappel, hein, pour certains. Oui, mais en fait, on voit qu'en fait, qu'il y a un enjeu de réassurance narcissique, quoi. C'est ça. Et d'un narcissisme blessé par la colonisation, par ce qu'est l'Afrique depuis la fin de la colonisation aussi, c'est-à-dire un continent qui accumule les handicaps, les difficultés, même si par ailleurs il se développe et où ça va globalement mieux aujourd'hui qu'à 30 ans ou 40 ans. Et ça, c'est difficile à assumer. Et je pense que la théorie du complot, elle joue du coup une forme de discours consolatoire, quoi. Exactement. Et puis, non, mais c'est exactement ça. Et le problème aussi, c'est que c'est pénalisant pour l'histoire de l'Afrique elle-même. Parce que je veux dire, en essayant de se réapproprier l'Égypte, ça veut dire que tout le reste des vestiges archéologiques et historiques fabuleux, hein, l'Érythrée, le Mali, c'est fabuleux l'histoire de l'Afrique. En fait, non, c'est complètement dénigré parce qu'en fait, c'est que l'Égypte. Et on est là, mais bon, c'est arrêté. Enfin, pourquoi vous voulez vous réapproprier parce que le prestige associé à l'Égypte antique, les pyramides, les temples, c'est effectivement. Mais par exemple, il parle du royaume de Kouch, donc qui était l'ennemi de l'Égypte. C'est pas. Il dit voilà, tous les pharaons étaient d'origine africaine. Ce qui est logique. Hein, l'Égypte est en Afrique, jusqu'à preuve du contraire. Mais donc c'est une question de géographie. Hein. Mais et après, en effet, il y a eu des pharaons noirs qui ont régné sur l'Égypte, la 25e dynastie, qui ont régné une centaine d'années, pas plus. Et, mais c'est le problème, c'est qu'ils considèrent qu'à partir de cet exemple-là, comme le royaume de Kouch, le royaume de Méroé, toute l'Égypte était sous couvert de cette domination. C'est un peu ridicule parce qu'il confond science et croyance. Et le problème, c'est ce que déjà moi je trouve ça très très attaquant pour notre intégrité scientifique, parce que nous travaillons depuis plus de 200 ans. L'égyptologie, c'est une science qui a 200 ans maintenant. En fait, il balaye d'un coup sous couvert de Wakanda toute une science et des millions d'ouvrages, de publications, d'articles scientifiques, de fouilles archéologiques faites par le monde entier. Il n'y a pas que l'Occident, comme il le dit, c'est-à-dire la France, l'Angleterre. Il y a aussi des égyptologues brésiliens, asiatiques, je veux dire, et même soudanais, il faut arrêter. Et le problème, c'est qu'il confond et il ajoute sur ce fond haineux il confond science et croyance. Et il y a surtout ce passage où il dit que les historiens savent. Oui, c'est ça qui fait la dimension complotiste de la chose. Fait, sinon, c'est que de la fantaisie. Bien sûr. Et c'est ça qui est terrifiant, ça veut dire que tous les historiens de la Terre cachent un immense secret. Nous sommes une grande coalition, nous signons une espèce de décret forçant à cacher la vérité au monde sur cette domination. Il y avait une exposition Toutankhamon il y a quelques années avec 2019 à Paris. 2019, voilà, merci les amis. Avec, je crois, la LDNA, la Ligue de défense noire africaine, de mémoire, qui avait protesté justement en disant on vous cache la vérité, etc. Comment tu avais vécu moi j'étais présent à ce moment-là et c'est pathétique parce que du coup c'est toujours les mêmes arguments, c'est-à-dire on s'appuie sur 3 statuts de représentation et on dit c'est une généralité. Non, il s'appuyait notamment sur le fait qu'il y avait la représentation d'une statue de Toutankhamon, la statue de Ka, qui incarne la force vitale du pharaon, qui était peinte en noir, recouverte d'attributs en or. La couleur noire représentée est symbolique. Elle représente en fait la force du limon, régénérateur de la crue du Nil, qui permet la pousse des plantes et donc la survie de l'être humain. Et c'est le problème en fait de ces codes couleurs qu'utilisent les Égyptiens. Ces personnes l'utilisent comme une vérité absolue. Mais par exemple, quand on voit le dieu Amon qui a la peau bleue ou Osiris qui a la peau verte, ce n'est ni un alien ni un avis. Du film Avatar. Du film Avatar. Mais cette séquence de 2019 est quand même assez significative, parce que c'était, en tout cas pour moi, l'une des premières éruptions que je voyais, en tout cas en France, de façon assez spectaculaire, d'une mouvance idéologique radicale. LDNA a quand même été marqué pour des... en tout cas, le chef... débordements antisémites. Pour des débordements antisémites très radicaux, avec des discours ultra-identitaires. En fait, afro-centristes et afro-suprématistes qui font en fait que remplacer un racisme par un autre. C'est-à-dire qui remplacent le mythe de la supériorité de l'homme blanc
par le mythe de la supériorité de l'homme noir. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est aucun racisme pour un autre. Alors, quand je parlais de prémices, donc déjà, ça a été pour moi effectivement un prémisse, parce que c'est l'une des premières fois. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir une prochaine exposition avec Ramsès, c'est ça ou... Ah oui, Ramsès, elle est ouverte. J'attends de voir s'il y aura... Pour l'instant, il n'y a pas eu de... Non, heureusement d'ailleurs, parce que bon, c'est Ramsès II, mais je pense qu'il va y en avoir... Enfin, j'espère pas, hein, et je pense qu'il n'y en aura pas, enfin, j'espère. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. C'est un Égyptien qui est représenté, qui est décrit en étant égyptien, mais comme les gens s'appuient sur la croyance plus que la science et l'idéologie, à partir de là, on ne sait jamais. Sur les prémices, là, on montait à 2019, mais évidemment, moi, je pense tout de suite à Kémy Séba, hein, dont on a beaucoup parlé ici, qui, on le sait peut-être pas, avant le parcours politique qu'il a aujourd'hui, avec beaucoup d'affinités avec la Russie, il dirigeait une mouvance qui s'appelait c'est une mouvance kémitiste. Hein, il se revendiquait de la mouvance qu'il était kémite. Voilà, d'où d'ailleurs son nom, Kémy Séba. Et déjà à l'époque, on voyait qu'il avait, lui en tout cas, un versant, une utilisation agressive, offensive, idéologique. Très politique, très politisé. Et dans ce kémitisme, il y avait évidemment, encore une fois, l'idée que cette Égypte fantasmée était en fait une religion, et que c'était la religion de l'Afrique, entre guillemets, pure. Et Kémy Séba, lui, a un discours identitaire extrêmement fort, on peut le dire raciste et antisémite. Il a été condamné notamment pour certains, pour cela. Et donc on voyait que cette instrumentalisation, déjà, bon, bref, on en a vu des éruptions bien avant le dérapage, si c'en est un, de Maître Gims, et cet épisode de 2019. Donc il y a, voilà, je trouve que c'est assez intéressant de montrer que c'est une histoire longue. Comment ça a circulé en ligne, cette sortie de Gims ? Est-ce que tu as un peu regardé comment ça avait circulé ? Il faut dire que c'est pas immédiat. Oui, alors, ce qui est assez notable, c'est que les premiers qui se sont accaparés du discours de Gims pour s'en moquer, ce sont les milieux de l'extrême droite, et de l'extrême droite pour certaines la plus radicale, la plus extrémiste, quoi. Donc ce sont d'abord eux qui se sont jetés là-dessus et qui ont tout de suite vu là-dessus l'occasion de faire un affrontement entre guillemets de civilisation, de vision du monde et de vision racialiste, pour parler simplement, quoi. Donc on voit qu'on est quand même sur un sujet qui excite les extrêmes, qui est extrêmement toxique, idéologiquement, mais complètement. Et qui joue, pour le coup, en tout cas pour l'afrocentrisme, sur un mal-être qui est justifiable si on tient compte, évidemment, de l'horreur qu'a pu être le colonialisme. Donc c'est cette frustration légitime, absolument légitime, malheureusement vient s'inscrire, s'appuyer sur des discours complètement fous et qui sont d'ailleurs contre-productifs parce qu'ils réactivent cette idée d'identité contre identité, ou de race contre race, au pire des cas. C'est ça qui est terrifiant. Ouais. Je vois, ils ont aussi une vision, ces personnes ont une vision aussi de l'histoire qui est très tronquée et qui amalgame énormément de choses. D'ailleurs, quand on le voit avec Gims, quand il parle de moins 50 000 dominations africaines, chevaliers, bref, tout un monde assez compliqué. L'histoire n'est pas découpée de la même manière dans leur idée, et c'est assez effrayant parce qu'ils oublient les époques antiques, les époques médiévales et même avant, l'Antiquité. Par exemple, pour le colonialisme, qui est un phénomène, qui est un fait historique quand même très marquant et véridique, effrayant. Mais ils oublient aussi qu'auparavant, il y avait aussi autre chose. Si on s'appuie sur l'Antiquité, l'esclavage noir a bien existé, mais l'esclavage antique d'autres civilisations du pourtour méditerranéen existait aussi. Mais en fait, on a l'impression, et c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'ils choisissent des morceaux d'histoire pour les assembler et en faire une histoire fausse, en fait. Et ce qui est terrifiant, c'est que du coup, dans un monde où maintenant nous avons accès à la culture, les livres, les connaissances les plus diverses, surtout, vraiment surtout, et puis on peut voyager plus facilement, il suffit d'aller en Égypte par exemple pour se rendre compte, non, c'est faux ce qu'ils disent. En fait non, les gens préfèrent s'appuyer sur une croyance plutôt que sur une vérité scientifique. Ce qui du coup crache d'une certaine manière, et ça je n'aime pas du tout, sur l'égyptologie et la science de manière générale. On a une série là qui a fait parler aussi et couler beaucoup d'encre sur Cléopâtre, qui représente une Cléopâtre noire. Et je crois même que c'est le propos de la série, c'est pas juste l'actrice. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce qu'évidemment, il faut expliquer que l'Égypte antique, à partir du IVe siècle, elle est dominée par l'Empire d'Alexandre,
et à la mort d'Alexandre, sont ces diadoques, ces lieutenants qui se partagent l'Empire, et c'est Ptolémée qui prend son général Ptolémée, en effet, et qui fonde sa dynastie des Lagides, tout à fait, dont est issue Cléopâtre. Est-ce qu'il est possible, malgré tout, que Cléopâtre, parce que je ne sais pas, les Lagides se seraient mariés avec des Égyptiens qui étaient là avant, etc. Alors, c'est justement ça le problème, hein, cette histoire de Cléopâtre noire, c'est que le problème, les Lagides s'appuient sur une doctrine, enfin Ptolémée, fils de Lagos, donc les Lagides, toute la dynastie jusqu'à Cléopâtre VII s'appuie sur... Qui sont grecs, hein. Qui sont, enfin, macédoniens même, hein, vraiment, faut préciser. Ce sont des pharaons macédoniens, et qui s'appuient sur une idée, c'est-à-dire que le couple royal devait se former sur le système Zeus-Héra, qui sont frères et sœurs. Donc l'endogamie. Donc l'endogamie. Donc à partir de là, ils se mariaient sur le modèle divin entre frères et sœurs. Pendant combien de générations, ça ? Pendant plusieurs siècles. À peu près 3 siècles, oui, c'est ça, 4 siècles. Jusqu'à la chute, d'accord. Alors Cléopâtre, on n'a jamais retrouvé son corps, hein, ça c'est le problème, comme beaucoup de... D'ailleurs, on n'a pas retrouvé le corps des Ptolémées, de beaucoup de Ptolémées, mais ce que l'on sait, d'après les textes comme Hérodote et d'autres historiens antiques, potentiellement, Ptolémée, qui était marié à sa sœur, aurait eu une concubine d'origine égyptienne, une noble Memphite, donc égyptienne, avec qui il aurait potentiellement, c'est toujours une hypothèse, eu une fille, Cléopâtre. Cléopâtre, 7e du nom, hein, d'ailleurs, c'est pas la première. Mais on n'a jamais retrouvé le corps, donc c'est impossible à savoir. À vérifier, en fait. Surtout, après, il y a cet autre argument que j'ai entendu de nombreuses fois, c'est oui, mais les momies les momies de cette époque sont noires. Et c'est ça qui... Pardon. Non, mais Cléopâtre, c'est un personnage important, oui, tout à fait, à l'époque, et elle vit à Rome pendant quelque temps. Tout à fait. C'est quand même elle est l'épouse de César à un moment. Bon, donc on a des sources latines, romaines, tout à fait, sur Cléopâtre. Est-ce que ces sources-là laissent supposer ou entendre que possiblement Cléopâtre se distinguerait Alors en effet, elle se distingue physiquement puisque les Romains l'appelaient l'égyptienne. Hein, donc, oui, c'est l'étrangère. C'est l'étrangère. C'est une phobie très forte dans le... Tout à fait. Alors, on va pas faire d'anachronisme, c'est pas du nationalisme. Non, mais je veux dire, l'appartenance à Rome, c'est quand même très très important pour les Romains. C'est ça. Mais après, et puis surtout, bon, les reines d'Égypte, elles représentent toute l'idée pharaonique. Alors en effet, elle a eu plusieurs maris, enfin plusieurs amants, on va dire, et notamment le dernier en date, Octave. Mais Antoine, pardon. Octave était l'ennemi. Mais après... Sauf si, scoop. non. Bon. Et elle a tenté, hein, d'après justement Plutarque. Donc, mais non. Enfin, elle a vécu à Rome aussi. Enfin, elle fait partie de cette tradition lagide. Il n'y a pas de... Et sur cette idée donc que les momies sont noires. Oui. Alors en fait, on entend beaucoup cet argument, notamment pour Toutankhamon, et notamment Toutankhamon, c'est ça qui est le pire, mais bon bref. Et récemment pour Ramsès II, les momies sont toutes noires, donc elles sont de type mélanoderme. Mais dans la momification, il y a une étape très importante qu'on appelle le recouvrement du natron. On utilise le natron, cette substance un peu comme de la... cette substance gluante noire que l'on met sur le corps. C'est quoi, c'est végétal ? C'est d'origine végétale, oui. C'est minéral, enfin, c'est quelque chose qui sort de terre. Ouais. Et comme une sorte de pétrole, enfin, c'est pas le terme exact. Hein, mais, et ce qui est intéressant, c'est qu'on recouvrait en effet ces corps pour les assécher et éviter la putréfaction interne. Et une fois que tout avait séché, du coup on le laissait et puis ensuite on mettait les bandelettes. Mais en effet, si on retire les bandelettes, la peau est complètement noire parce qu'elle est brûlée par le natron. Alors de façon plus globale, alors, c'est l'impression, mais j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que ce revival de toutes ces théories, de ces fantasmagories, en tout cas la disponibilité de tous ces théories, ces narratifs assez délirants autour des pyramides et de l'Égypte en général, est-ce que l'Internet, le web, les réseaux sociaux ont été un moment d'accélération de tout ça ? Oui, il y a eu un énorme... moi j'enseigne en université et en effet, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir en disant « Oui, j'ai vu ça sur TikTok, sur YouTube, on dit ça. » Notamment, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler des lentilles géantes pour faire fondre la pierre dans des moules pour avoir des statues parfaites. Dans une civilisation où l'arrivée du verre est arrivée très très tardivement, c'est pas possible, mais bon, c'est une idée comme une autre. Mais...
Et comment on lutte justement contre ça quand on est enseignant? Quelles sont les voies pour convaincre et puis pour expliquer? Et puis, sur votre compte Twitter, vous utilisez beaucoup l'humour. Alors, est-ce que vous le faites aussi avec vos étudiants? En fait, c'est intéressant. Moi, au premier cours, à chaque fois, je présente justement toutes ces théories aliens et tout ça, en disant, voilà, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Par exemple, sur les ampoules de Dendera, regardez. D'accord, ils vont me dire oui, on voit une ampoule électrique, le globe, le filament. Je dis d'accord, vous savez que c'est un serpent avec une stèle au serpent, c'est quelque chose de très ancien. Maintenant, on écarte l'image, il y a du texte, traduisez. Et là, à la fin, ils font ah oui, non, en fait, c'est la naissance du dieu Arsantus. C'est juste une image, et c'est ce qu'on appelle de la pareidolie. On voit une ampoule, mais les Égyptiens, je n'avais pas d'ampoule. Ah bon, ils n'avaient pas l'électricité alors? Alors, par contre, ils avaient conscience de l'électricité, mais sous son format le plus pur, comme toutes les civilisations antiques. L'éclair. Avec l'éclair, exactement, la foudre. On a des dieux de la foudre dans toutes les civilisations antiques. Mais la manipulation, l'utilisation de l'électricité, non. De quoi on parle? Je veux dire, vous pouvez essayer de brancher votre téléphone, votre chargeur de téléphone dans une pyramide. Vous n'arriverez à rien. Tristan parlait du complotisme un peu récréatif, c'est-à-dire moins comment dire, marqué par un projet politique type afrocentrisme, etc. Mais il y a un mythe qui est très très présent aussi, c'est celui de l'énergie libre. C'est l'idée qu'à un moment dans l'histoire, on aurait trouvé une source d'énergie perpétuelle, voilà, qu'on n'aurait pas besoin qui violerait complètement les lois de la physique et de la thermodynamique. Et ça, c'est lié à une conjonction de deux familles complotistes, à la fois sur l'Égypte et sur Nikola Tesla. Ah, voilà, c'est ça, exactement. Qui est censé être l'inventeur de l'énergie libre, disponible et gratuite, donc ça, éternelle, et que l'industrie nous cacherait. Évidemment, et c'est assez surprenant de voir qu'il y a un revival. J'ai regardé ça parce que je fouillais un peu sur ces différentes thématiques et j'ai vu qu'il y a une sorte de revival depuis février 2023, où j'ai regardé en gros les occurrences entre Pyramide et Tesla. En tapant ces deux termes sur Google. Il fait des sacrés requêtes. Il a des requêtes, Tristan. Il n'y a que moi. Et il y a effectivement une sorte de pic qui est apparu en forme de pyramide. En février. En forme de pyramide, absolument. Avec de l'or dessus ou pas? Évidemment. Ce qui est assez fou, c'est que ça a commencé notamment à une sorte d'ébullition dans la Trumposphère américaine, la plus radicale. Et a essaimé en Europe, et vraiment avec une sorte de pic d'actualité. Et donc là, si vous tapez d'ailleurs sur Twitter, vous tapez Pyramide et Tesla, vous allez avoir un flux assez déroutant, encore une fois, de théories complotistes, effectivement, entre l'énergie libre, l'électricité, que ça revive avec Gibbs, évidemment. Je me demande si d'ailleurs Gibbs n'a pas été marqué par cette ébullition complotiste Tesla et Pyramide, parce que c'était février, et quelques semaines après, bon... De toute façon, il est marqué par le complotisme depuis longtemps. Oui, de toute façon. Après, pour ces éléments de nourriture, sur ce moment-là, sur cette séquence-là. Mais voilà, en tout cas, là, ce que je trouve aussi intéressant avec ce petit pas de côté, c'est l'hybridation de théories complotistes et la richesse, encore une fois, fantasmagorique, disons, des pyramides, qui arrive à attirer à elles à la fois les ufologues, d'un côté, les adeptes de l'énergie libre avec Tesla. Et Tesla, vous n'imaginez pas toutes les folies et toute la littérature complotiste qu'il peut y avoir autour de Tesla. Il y a d'ailleurs des films qui sont assez il y a un excellent podcast sur Radio France, je ne sais plus quelle chaîne précisément, mais sur Tesla, sur la vie de Tesla, et qui fait justice justement de tous les mythes, la réécriture héroïque de la vie de Tesla, qui n'était pas un mauvais bouc, mais qui était un ingénieur, mais qui n'a pas inventé un truc comme l'énergie libre. Donc l'énergie libre, oui, on la retrouve malheureusement effectivement dans les pyramides, et on voit bien que, encore une fois, la puissance évocatrice de ces pyramides, je me demande même si on ne peut pas aller plus loin avec le triangle, la franc-maçonnerie. Si, justement, il y a eu beaucoup de choses, et notamment alors, dans le gouvernement du président Trump, il y avait justement un ministre de l'éducation qui avait eu des propos assez affligeants en expliquant que les pyramides étaient des greniers à blé. Et alors, ça montre que ce monsieur n'était jamais entré dans une pyramide égyptienne, on n'avait jamais vu quoi que ce soit. Il n'avait jamais ouvert un livre, en l'occurrence, sur le sujet, surtout. Et en fait, parce que vous pouvez stocker du grain pour 2 personnes pendant un mois, c'est tout. C'est pas une immense pièce. Bref, non. Et du coup, ce monsieur, par contre, s'appuyait sur des théories bibliques de l'Ancien Testament en expliquant que c'était une vérité qu'on ne pouvait pas ne pas justifier. Enfin bref, c'était très affligeant. Comment tu expliques ce paradoxe qui peut participer du mystère autour des pyramides, qui est que
on arrive à envoyer des sondes sur Mars, on arrive à aller sur la Lune, poser le pied sur la Lune, et on n'arrive pas exactement à savoir ce qu'il y a dans les pyramides jusqu'à très récemment. En tout cas, on a sondé, je sais, une la mission Scan Pyramide, très récemment. Oui, oui. Je veux dire, on nous annonce comme sans doute une prouesse technologique d'arriver... Mais je dis, mais quoi, aujourd'hui, en 2023, on ne sait toujours pas comment sont faites les pyramides à l'intérieur, précisément, etc. Pourquoi c'est aussi compliqué ? Voilà. Alors, le modèle de la pyramide n'est pas figé, il n'a pas été créé à partir de Djoser, et ça a toujours été le même jusqu'à la fin de l'époque pharaonique. Les changements architecturaux ont fait en sorte qu'on a plusieurs styles de pyramides. Celle à degré à Saqqara, celle à degré à Saqqara, donc de Djoser. On a aussi la pyramide rhomboïdale qui est cassée au sommet. Le roi Snéfrou en a fait 3. Bon, il est enterré dans une seule, mais on ne sait pas laquelle. On n'a jamais découvert son corps. Khéops, c'est la plus grande, mais il y a plein de... Alors, il y a aussi cette théorie que les pyramides sont liées aux astres, à la ceinture d'Orion. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Oui. Enfin, c'est... Pourquoi pas, après tout En fait, si vous mettez 3 Smarties les uns à côté des autres, vous avez la ceinture d'Orion aussi. Bon, d'accord. Donc, et puis surtout, il n'y a pas que les grandes pyramides dans l'Égypte pharaonique, il y en a des dizaines, sachant qu'il y a eu des dizaines de rois. Donc, et qu'après, à la fin du Moyen Empire, de la deuxième période intermédiaire, les Ramsès, Séti Ier, tout ça, ont abandonné le système pyramidal pour creuser leur tombe dans la vallée des rois. Mais... l'idée de la pyramide comme quoi... Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que en effet, avec la mission Scan Pyramide, on a redécouvert potentiellement, c'est toujours, il faudra enlever tous les blocs, ce qui est très compliqué, mais on a peut-être découvert une nouvelle pièce dans cette pyramide. Alors, et puis il faut aussi savoir quelque chose, c'est que l'égyptologie, on a découvert à peu près 20% de ce qui reste encore à découvrir, ce qui est fabuleux. Ce qui est fabuleux. Et surtout dans une civilisation à texte où tout est décrit. C'est-à-dire, je veux dire, vous voyez quelque chose, votre ampoule électrique, le texte explique ce que c'est. Donc arrêtez de... C'est une BD, hein. L'Égypte ancienne, c'est une bande dessinée géante. Qu'est-ce qui permet aux égyptologues d'estimer que, justement, on a découvert 20% de ce qu'il y a à découvrir? C'est-à-dire de dire, il y a 80% du sujet, on ne sait pas, ça reste à découvrir. En fait, c'est parce que c'est plus de 3 millénaires d'histoire, hein, pour l'instant. La France n'a pas ça. Donc il y a des séquences un peu obscures, c'est ça, sur la il y a des séquences vraiment obscures qu'on appelle les périodes intermédiaires, qui sont maintenant réétudiées avec nos nouvelles techniques, nos avancées aussi archéologiques. Faut dire aussi que la science a évolué depuis les années 70 jusqu'à nos jours, et que c'est pas resté figé sur... Non, on a découvert énormément de choses. La grammaire égyptologique, donc la grammaire de l'écriture hiéroglyphique, s'est considérablement performée, si j'utilise un anglicisme, et puis on a découvert d'autres langues. Il ne faut pas considérer que l'écriture hiéroglyphique n'est qu'une seule langue égyptienne. Il y en a 7 que nous devons apprendre par cœur. J'en maîtrise pas par cœur 7, je tiens à vous préciser. Déjà 4, c'est très bien. Est-ce qu'elles ont évolué parce que c'est des siècles d'histoire et que donc ça évolue, c'est ça? Comme nous, notre langue évolue tout le temps. Donc c'est 7 langues consécutives ou c'est aussi par exemple des zones du pays, des régions où on ne parlait pas la même langue? C'est 7 langues consécutives, et puis il y a celles qu'on retrouve dans les temples et les tombes, mais il y a aussi celles manuscrites qu'on utilise pour l'administration, pour la comptabilité. C'est le démotique, c'est ça? Le démotique et le hiératique. Alors pour revenir un peu sur le complotisme, ça veut dire que s'il n'y a que 20% du savoir qui est établi, donc il y a 80% de potentiel fantasmagorie et un potentiel gigantesque, encore une fois, d'excitation ou d'espace de déploiement de l'imaginaire complotiste. Donc il y a encore, vous nous dites en gros qu'il y a encore un gros potentiel de fantasmes délirants sur les pyramides. C'était déjà le cas dans l'Antiquité. Déjà les anciens comme Hérodote expliquaient que l'Égypte était le berceau du savoir du monde. Et d'ailleurs, tout ce qui est chimie, comme l'alchimie, vous connaissez, cette ancienne forme de la chimie, est apparue en Égypte. Mais en fait, et puis surtout, il y a eu cette construction incroyable par les Ptolémées, les rois macédoniens, la bibliothèque d'Alexandrie, qui concentrait avec Éphèse, en Turquie, tout le savoir du monde méditerranéen. Donc le fait d'avoir ça regroupé à cet endroit et qui a malheureusement été détruit 3 fois, du coup ça montre que en fait ils avaient déjà en effet énormément de connaissances sur l'Antiquité, sur le monde et tout ça, mais sur l'Égypte ancienne, pour nous égyptologues par exemple, avec mon équipe de chercheurs, on a trouvé un nouveau roi. Alors il s'inscrit du coup dans une chronologie évidemment compliquée, mais on a trouvé un nouveau roi.
en 2022-23. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des milliers de choses à découvrir. Et en effet, c'est un excellent terreau pour le conspirationnisme et le complotisme. Eh bien, comme quoi nous pourrons refaire certainement des émissions autour de l'Égypte. Avant de conclure, juste pour vous signaler la sortie du livre de Rudy, Au cœur du complot, chez Grasset, d'un livre dans lequel tu racontes finalement la façon dont tu es devenu l'objet de ce que tu observes au quotidien. Toi aussi, moi, toi aussi, surtout voilà. Tristan. C'est génial. Et donc je vous engage à lire ce livre qui est un livre franc et courageux. Cette émission a été préparée comme chaque semaine par Victor Motin, réalisée par Martin Béraud, et nous on se retrouve dans 15 jours. Salut. Salut. Merci à tous.